Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es accompagnante dans le développement de l'enfant. Aujourd'hui on va parler de l'allaitement et on va parler aussi de comment ça peut se passer et des warnings à avoir quand justement c'est un peu plus compliqué. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire sur l'allaitement, c'est votre corps est prévu pour allaiter. Alors il n'y a rien à faire avant pour se préparer voilà. à l'allaitement. Ça ne sert à rien de vous masser les seins, de vous faire ceci, de mettre des crèmes, des bidules. Bon, vous pouvez le faire si ça vous fait du bien, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Si c'est quelque chose pour vous, pour entrer en contact avec votre poitrine autrement, mais sinon en fait il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de nécessité en fait à le faire. Bébé est là, la grossesse s'est passée, tout ça, ça s'est mis en place. Okay. Ça s'est mis en place quand même à condition qu'il n'y ait pas eu certains petits warnings durant la grossesse et l'accouchement. D'accord. Peut-être par exemple, on pourrait alerter sur le fait que si on a un placenta qui ne s'expulse pas correctement, ça peut avoir un impact sur l'allaitement. Ok, je ne savais absolument pas. Quel est l'impact que ça peut avoir ? Et bien en fait, comme le système hormonal ne va pas se rééquilibrer tout à fait, parce que lui, il a l'impression qu'il y a encore des trucs dans le ventre. Il y a encore une gestation, quoi, c'est ça ? D'accord. Peut-être pas ce point de vue-là, mais voilà. Mais ça libère pas, ça déclenche pas la lactation de la même manière. Exactement, oui. Et de la même manière, si vous avez des perturbations hormonales, donc si vous avez un parcours PMA, des choses comme ça, peut-être ça vaut le coup aussi de se mettre un petit bouton clignotant quelque part et se dire « Ah, tiens, ça a du mal, c'est peut-être lié, donc on va pas trop attendre. » Ok. Mais pas de choses à aller au-devant. Oui, c'est pas systématique. Ça peut être une alerte et une mise en lien s'il y a une difficulté. Tout à fait. Bien. Donc, vraiment, le conseil, plutôt que de se préparer un allaitement, que de toute façon, il va se mettre en place tout seul, je vous dirais plutôt préparer un carnet d'adresses. Ça, c'est intéressant. Ayez le contact d'une, voire deux consultantes en lactation. Et comme ça, s'il y a besoin, vous les appelez tout de suite, elles sont à votre disposition. Ou choisissez une maternité qui a des consultantes en lactation qui sont formées. Ça, c'est un bon conseil. Mais ça. Le conseil, quand on a une catastrophe, oui. Il est minuit, ça y est, on a pris conscience que machin, il nous faut quelqu'un, ça y est, et là, c'est plus rassurant de savoir à qui on a affaire, qu'on est en confiance, qu'on a déjà fait un rendez-vous, c'est cool ça. Ouais. Dans le Val d'Oise, et qui vient d'être déployé sur toute l'île de France, je crois, pour les autres régions qui nous écoutent, désolée, je ne peux pas vous dire, mais il y a un numéro vert aussi qui est ouvert en soirée, qui est le Val d'Oise est innovant là-dedans, ça fait des années que ça existe, et en fait on peut appeler quelqu'un qui va vous donner des premiers conseils si vous êtes un peu perdu, sorti de l'hôpital. On mettra le numéro à la fin de la vidéo. Ah oui. Donc ne pas hésiter non plus à l'avoir sur soi. Bon. Disons que maintenant avec internet, vous cherchez numéro vert allaitement, vous allez le trouver aussi très rapidement, mais la consultante peut-être pas le temps de fouiller, vous êtes paniqué, il faut en trouver une disponible, c'est peut-être bien d'avoir contacté une fois quand même en amont durant la grossesse. C'est ce que je disais, pour être rassurée, de savoir à qui on a affaire. Tout à fait. Cool, ça. Lui demander si d'après elle il y a d'autres warnings compte tenu de votre situation personnelle, comme ça elle vous dira non, peut-être pas, ou là oui, peut-être on se fera un point à J2 c'est ça. Systématiquement ou pas, voilà. Avoir avec elle, ça peut être intéressant de rencontrer une en amont. Et la deuxième chose que vous pouvez faire à la limite en amont, c'est découvrir votre corps, parce que du coup les femmes ne sont pas forcément à l'aise, en tout cas en Occident, en France, avec leur corps, donc les préparer, oui, mais je vous ai dit c'est pas une nécessité. Par contre vous mettre à quatre pattes, allongé, vous prendre le sein dans la main, ce genre de choses, c'est peut-être pas des actes qu'on est facile à faire, et avec votre bébé, il va falloir peut-être un peu plus à l'aise avec son corps, bien sûr. Toucher son corps, le dénuder, est-ce que je vais être à l'aise même avec mon conjoint peut-être, oui, c'est des questions intéressantes. Donc voilà, apprivoiser un petit peu ce corps et cette poitrine qui est un truc naturel. Regardez dehors les femmes allaitées, si vous allez au restaurant, regardez, maintenant c'est quand même assez fréquent qu'on voit une femme allaitée.
tout ça, ça devrait être simple. Oui, simple, alors qu'il y a encore des agressions à l'heure actuelle sur des femmes qui allaitent en public. Donc c'est pour ça que c'est normal que les femmes ne soient pas à l'aise, parce qu'il y a quand même une culture qui va à l'encontre de tout ça. Et puis il y a 40-50 ans, on apprenait qu'il fallait justement pas allaiter parce que ça déformait le corps et qu'il fallait à tout prix donner du lait, acheter. Enfin voilà, il y avait tout un commerce du lait pour enfants. Enfin, du coup, on est sur une ambivalence depuis des décennies sur tout ça. Donc c'est normal que nous, en tant que femmes, on ne soit pas à l'aise, on soit perdus. C'est pour ça qu'il y a des conseillères en lactation qui sont des petites pépites pour nous, les dames. Et puis alors, ne vous laissez pas influencer par les discours. Alors, malheureusement souvent de nos mères et belles-mères qui elles-mêmes ont subi ce discours. Exactement, donc, ça se répète. Comme ton bébé pleure, c'est parce qu'il n'a pas assez de lait, ton bébé pleure, c'est parce que tu l'allaites depuis au moins 3 semaines. Wouh, c'est trop long. Je ne vous parle pas passer 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout ça, c'est normal. Je rappelle que l'OMS conseille un allaitement mixte et complet jusqu'à minimum 2 ans. D'accord. Je le dis volontairement comme ça, parce que ce n'est pas un allaitement jusqu'à 6 mois. C'est un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et mixte jusqu'à 2 ans. Donc je vois pas pourquoi, du coup, on saucissonne une phrase. Et donc moi, je dis, c'est un allaitement jusqu'à 2 ans avec diversification à partir de 6 mois. Oui, c'est ça les recommandations de Si vous faites moins, c'est pas un souci non plus. Hein. C'est vous la chef. Exactement. C'est dans l'idée de dire que c'est ok. En fait. C'est pas normal d'allaiter encore à 6 mois, à 8 mois. Tu te rends compte, à 18 ans, fou. Même l'allaitation. Même l'allaitement au-delà de 2 ans n'est pas censé être un problème. Au Moyen-Âge, on allaitait les enfants jusqu'à 7 ans. Alors parce qu'il n'y avait pas de nourriture et tout, mais on devrait pouvoir être un petit peu à l'aise avec tout ça, même si moi, la première, je me dis c'est ok l'allaitement. Et ben, quand je vois un petit bout de chou de 2-3 ans être allaité, visuellement, j'ai le temps d'une seconde d'être un petit peu dérangée par l'image. Ouais. Parce que je n'y suis pas habituée. Quand je commence à rentrer dans ma bienveillance et de me dire mais Julie, détends-toi, c'est juste parce que tu n'as pas l'habitude et que cette maman fait juste son rôle de mère. Et ben, il y a tout ce travail-là. Donc c'est se déconstruire de notre société moderne qui désapprouve l'allaitement, qui désapprouve le corps de la femme dévoilée, qui nous met des limites. Et c'est un vrai travail, parce que spontanément, il y a quelque chose qui nous vient. On a le droit d'être mal à l'aise. C'est normal d'être mal à l'aise parce qu'on n'est pas habitué. Mais à condition de effectivement se faire ce travail. Et après, le sourire arrive. Et là, je me dis, non, détends-toi, Julie. Tout va bien. On n'est pas dans le jugement. Et cet enfant, il a la chance d'être dans le corps à corps de sa mère. Voilà, c'est ok en fait. C'est ok. Et pas de pression non plus dans l'autre sens. Exactement. Parce que chaque semaine d'allaitement est un gain pour vous et votre enfant. Alors, si vous êtes renseigné un petit peu, vous savez les bienfaits de l'allaitement. On ne va pas y revenir, il ne s'agit pas de prôner ça. On le sait, c'est une évidence. On ne va pas le nier que c'est bien de le faire. Ça n'empêche que vous n'êtes pas obligé. Moi, je n'ai pas du tout allaité, donc chaque semaine est gagnée. Vous avez fait 3 semaines, vous avez fait 3 mois. Chaque semaine est toujours un bienfait. Vous avez fait une tétée d'accueil et vous êtes aperçu que vraiment, ce n'est pas possible. Bah oui. C'est ok, c'est une histoire que vous pourrez raconter à votre enfant. Alors, sur d'autres warnings, la montée de lait quand on vient s'accoucher, elle se fait souvent à 2 jours, mais elle se fait entre 2 et 5 jours. Encore une fois, une partie tronquée de l'information. Surtout pour les primipares. Normalement, quand même. Primipares, c'est les premiers accouchements, on va dire. Tout à fait, c'est ça, j'allais le dire. Si vous avez fait à votre 2e accouchement, c'est vrai que c'est censé être plutôt à 2-3 jours. Ouais. Mais sur une primipare, on peut se laisser un petit peu de temps, alors avec des protocoles de stimulation, une surveillance, etc. Mais ça peut arriver et traîner un petit peu. C'est un sujet important parce que du coup, comment ça se passe dès la naissance? Il y a quand même le colostrum, le premier lait, on va dire, qui est quand même là, avant la montée de lait. Comment on fait pendant 5 jours avec un bébé qui a faim? Alors, un bébé n'aura pas faim les 2 premiers jours. D'accord. Ah, ça c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est pas un bébé affamé qui sort. Pas du tout. Bébé, il est plein de réserves et il a le colostrum. Donc là, je pense qu'on a abordé pas mal de wording. Donc, que faire pour avoir une bonne lactation, une bonne montée de lait? C'est déjà, dès la naissance, d'être en contact en peau à peau avec son enfant. Normalement, les recommandations HAS sont maintenant un contact direct peau à peau de minimum 2 heures
sans séparation pour faire en retardant les soins au bébé. Et pour sécréter l'ocytocine qui va voilà, toutes les déclencher. petites hormones, tout un tas de conditions hormonales et de liens d'attachement qui se passent quand des choses magiques presque, hein, mais qui sont physiologiques, mais le contact, le regard de maman, l'odeur de maman va enclencher tout un tas de phénomènes physiologiques pour vous et pour votre bébé, pour que le lait monte et que votre bébé trouve le sein. Donc, un pot à pot immédiat après l'accouchement. On va laisser bébé chercher le sein. Oui, bah oui, ça aide beaucoup. Si possible, sans intervention non plus. Alors, c'est les fameuses positions BN, Biological Nurturing, avec mon super accent anglais, je ne sais pas du tout faire. Une position biologique qui va permettre au mieux au bébé de développer ses réflexes archaïques. Yes. Ah oui, on le voit. Hein. Parce que le bébé a tout de prévu pour aller téter. Il va ramper et il va ouvrir la bouche, il va s'agripper, il va tout faire. Donc voilà, comme Julie a dit, c'est cette fameuse position où on met bébé. On peut adopter d'autres positions si vous n'êtes pas avec celle-là, mais spontanément, c'est ça qu'on va vous proposer parce qu'elle va être bien pour que bébé rentre au sein. Et donc, on va laisser faire cette phase, si possible, sans contact, sans rien toucher du bébé. Et déjà, on va enclencher des choses dans votre corps et dans son corps pour que la lactation se fasse. Et durant les 48 premières heures, bébé, il a tout un tas de réserves en lui qui vont lui permettre de ne pas être assoiffé et affamé. Et donc, c'est le colostrum qui va compléter tout ça. Le colostrum va apporter une hydratation, des sels minéraux pour compléter tout ça et surtout faire évacuer le transit qui est lui aussi incrusté. Oui, puis comment ça s'appelle déjà? Les sels très sombres. Voilà, c'est tout le transit, le méconium. Méconium, c'est ça. Oh, tout à fait. Truc incroyable. Donc, il est essentiel que votre bébé puisse avoir accès à votre sein pour avoir du colostrum qui est essentiel pour ses fonctions, la mise en place de certaines fonctions, et pour ses sels minéraux, et du coup pour enclencher le mécanisme parce qu'il va téter, et donc du coup il donne l'information au cerveau et à toutes les hormones qu'il va falloir enclencher la lactation. Voilà, et lui il s'entraîne. Donc au début, pas de pression non plus. Bébé, il mâchouille, il tète 3 secondes, il y revient, il lèche. C'est pas vraiment encore des tétés. La nature, elle est bien faite. C'est un entraînement. Mais pour que cet entraînement fonctionne et que le sein perçoive, que le cerveau perçoive qu'il y a un petit bébé qui est en train de vous agripper, il faut que ça soit, on appelle ça permanent. Alors, permanent, c'est-à-dire que vous allez avoir 48 heures d'affilée sur le sein, mais que le sein doit être en 48 heures à portée de sa bouche, par contre. C'est ça, d'accord. Alors ça, c'est important à comprendre pour les femmes. Ça veut dire qu'il faut être en portage, ça veut dire qu'il faut être en cododo, plutôt dénudé. Oui, pour faire le pot à pot. Oui, et puis dans les hôpitaux, notamment dans les maternités, il fait un peu plus chaud. C'est justement pour que les femmes soient dénudées et que ce soit un peu plus accessible et agréable pour elles. Oui. Et puis, il faut aussi que l'entourage, il accepte ça. Donc vous, selon comment vous vous sentez à l'aise, rien ne vous empêche même d'être complètement la poitrine à nu. D'autres préféreront un foulard, mais alors par contre, si les autres sont gênés, ça regarde les autres. C'est quelque chose d'important dans la relation à l'enfant. Et pareil, mais il faut aussi être indulgent. Peut-être que la personne qui va rentrer, si elle vous voit un peu dépoitraillé, va avoir un temps un petit peu... Oui, voilà. Bien sûr, donc il ne faut pas le prendre mal, c'est aussi normal. Oui. Comme on disait tout à l'heure, à condition que cette personne, elle se dise en fait, c'est mon propre jugement, mais c'est tout à fait normal et que vous acceptiez cette petite seconde un peu d'étonnement. Bon, après, quand on rentre dans une chambre de maternité, on sait qu'on va y voir une femme avec un bébé, donc potentiellement avec la couche culotte d'après grossesse qui est assez particulière. On va avoir des seins. Pas ou pas, hein. Oui, c'est pas systématique, on est d'accord, mais quand même, on va dans la jambe de quelqu'un qui vient d'accoucher. Donc, Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que quand même la culture est limite, il faudrait que la femme soit déjà remaquillée et coiffée et pomponnée et donc avec de la décence. C'est ça. On la fout n'importe où cette décence. À camoufler, ce qui est un acte naturel. Donc non, si vous avez envie de vous maquiller, si vous avez envie d'être débraillé,
ce qu'on veut. Parce que, voilà. Liberté totale. Liberté totale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur notre allaitement? Donc, on a parlé des 48 premières heures. Et puis, après, le premier mois, c'est surtout ça l'important. C'est lui qui va déterminer votre quantité d'allaitement et c'est lui qui va le déterminer pour tout le reste de votre allaitement, en tout cas jusqu'à la diversification. Ça aussi, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on vous bassine toujours le premier mois, c'est très important, on vous dit tétine, pas tétine, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais vous entendez des choses par rapport à ça, parce que le premier mois va déterminer la quantité. Et ensuite, cette quantité, en fait, elle sera fractionnée différemment. Pour faire simple, si vous devez produire 10 litres de lait pour votre enfant, peut-être qu'au début, il prendra 10 tétés de 1 litre, ce ne sera pas le cas, mais juste mathématiquement. Facile. Et puis, quand il sera plus grand, il en prendra 5 de 2 litres. D'accord. En fait. Ça va être fractionné autrement. Mais on arrive à quantifier la quantité de litres qu'une femme peut produire en un mois. Enfin, comment on peut savoir tout ça? En fait, là, la sage-femme et tout le personnel médical vont vous orienter. Il faut des couches suffisamment remplies, il faut tant de sel. C'est tout, tout ça, on vous le dira. C'est une enquête, quoi. On observe. C'est de l'observation. Oui, voilà. Enquête, c'est parce qu'on note les choses et on assemble un petit peu les informations pour avoir une estimation, c'est ça? Note, c'est pareil. J'ai fait le sein droit à telle heure, le sein gauche à telle autre heure. Il a fait pipi et rempli cette couche-là. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas favorable à ça. D'accord. Oui, ça fait très... Pour la maternité, il faut charge mentale, remplir, voilà, c'est ça, combien de couches, etc. Mais disons qu'en cas de doute, par contre, on peut surveiller sur quelques jours. Si on ne se souvient pas, on peut se dire, ok, je fais un effort pendant 1 ou 2 jours pour voir si on est dans la normalité. Celle que ça rassure complètement et de le faire comme ça régulièrement. C'est pas un souci non plus. Mais je trouve que c'est beaucoup de charges sur une période où en fait on ne devrait pas être concentré dans son cerveau mental, mais dans ces liens d'attachement. Oui, parce qu'on culpabilise beaucoup les femmes de ne pas produire assez de lait, que ce n'est pas un lait de bonne quantité, de bonne qualité, comme tu le disais. Donc au final, l'allaitement suscite aussi une angoisse de est-ce qu'il prend bien, est-ce qu'il prend assez, tandis que le biberon, on a le restant quand il a bu. Enfin, il y a quelque chose de quantifiable qui rassure énormément. Donc, fiez-vous à la vitalité de votre bébé. Ouais, s'il va bien, c'est que tout va bien. Un enfant joue, se réveille régulièrement dans la journée. Ça va être les premiers jours. De toute façon, le personnel sera là. Il peut avoir un bébé très somnolent et on peut se dire, on va un petit peu le stimuler, le réveiller pour manger. Évidemment, s'il dort tout le temps, on va falloir le réveiller pour manger. Mais certains bébés, s'ils mangent bien, vont dormir 22-23 heures par jour et c'est normal. Oui, les premières semaines. C'est pas la peine de non plus trop en savoir. Vous avez quand même du personnel médical qui va vous guider et vous allez voir si on n'est plus dans la normalité. Et en même temps, on nous guide toutes très différemment. Moi, j'étais à la maternité, entre les 2 sages-femmes que j'ai vues, elles n'étaient déjà pas d'accord sur les mêmes consignes. La pédiatre non plus et la puère. Je suis allée à la PMI, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes. Voilà, on était sur 7 avis différents. Voilà. Donc c'est pour ça que se référer au corps médical, pour moi, c'est une forme de non-sens parce qu'ils sont déjà pas tous d'accord en fonction des structures déjà. Donc cet avis avec, au bout de 1 ou 2 semaines, moi je me dis mais c'est n'importe quoi. Votre bébé dort et se réveille pour manger. Est en bonne vitalité sur ces périodes d'éveil, hormis les premiers jours où vous pouvez à peine ouvrir un œil, vous regardez un peu et c'est tout, mais très vite il va se passer des choses relationnelles, il va avoir des gazouillis, des sourires peut-être pas, mais voilà. Une expressivité, vous allez, une expressivité, très vite il va faire des formes de jeu, vous allez voir, si vous avez connu, on entend ce que je veux dire par forme de jeu, il va se passer des choses. Il a une peau bien rosée, en peau noire, voilà. En tout cas, vous donner des trucs. Pas que des bébés blancs. Si on fait ça et que la peau ne revient pas à sa place, c'est un bébé déshydraté par exemple. Il y a des tests à faire comme ça. C'est des choses qui sont bonnes à avoir pour vous rassurer. Une bonne qualité de peau, un éveil. Et des couches remplies régulièrement. Oui, pour voir si tout fonctionne au niveau des reins et au niveau du côlon. Oui. D'accord. Oui, là c'est des règles de base en effet. Qui servent à rassurer les enfants. Il faut savoir, mais c'est pas la peine d'en savoir plus en fait. Et une fois qu'on a dit ça permet de rassurer les parents. Mais donc, il va falloir, au-delà des 48 heures avec bébé au sein, il va falloir que bébé tète très très souvent pendant ce premier mois.
Donc on va peut-être pas avoir un sein à disposition à permanence, mais on va avoir donc un allaitement à l'éveil dès que possible. Bébé, hop, elle est un petit peu alerte. Hein. Vous savez que maintenant, enfin vous savez ou pas, quand on parle d'allaitement à l'éveil pour éviter que bébé attendre en fait de manifester que justement il a faim, ce qu'on appelait à la demande. Oui. Et puis des fois il va être un petit peu énervé, ça va être un peu trop tard, ça va être ronchon, vous allez vous énerver aussi. C'est vrai qu'on a passé le cap. Il s'énerve pour trouver le sein ou le biberon. C'est ça. On sent que. Donc dès que tout le monde est de bonne humeur et au pied levé du bon matin, hop, bébé se réveille, on peut lui proposer le sein. À un moment donné où il est en train de jouer, mais que vous voyez que la fatigue n'est pas encore arrivée, on peut lui proposer le sein. Oui, de manger dans des bonnes conditions et de ne pas attendre que l'envie soit un peu trop présente pour la manifestation. Exactement. C'est comme quand on a soif, on dit souvent que une personne qui a soif, en fait, elle est déjà déshydratée en partie. Tout à fait. Donc c'est vrai que là, avec ton raisonnement, ça colle complètement avec ce que la science montre sur la déshydratation et la soif. Oui. C'est très intéressant parce que c'est vrai que moi, j'y avais jamais pensé. Et c'est vrai que j'attendais que mes enfants le signalent parce qu'on m'avait parlé justement à la demande. Et de percevoir les choses un peu différemment, ça permet aussi de mettre un peu plus de douceur sur des temps qui peuvent être plus agités avec un enfant un peu plus en difficulté, quoi. Et puis du coup, qui génère aussi une difficulté chez le parent. C'est ça en fait, hein, parce que... Il faut que les deux soient accompagnés. Penser avec douceur notre quotidien de parent qui n'est pas une mince affaire, ça ne peut qu'être une plus-value. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais rajouter sur ce sujet, Émilie ? Tout le monde a du lait a priori et tout le monde en a assez. Donc encore une fois, je reviens malheureusement sur les discours des anciennes générations et qui le font, qui le disent parce qu'elles l'ont entendu. Tu n'as pas assez de lait. Tout ce qui est, ça, on oublie. Il y a très 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 peu d'exceptions qui font que voilà, elles sont très précises. Vous le savez déjà à l'avance. Si vous avez fait une chirurgie d'un ancien temps ou très spécifique où on pouvait couper des canaux sur une chirurgie mammaire. Là oui, mais comme il y a plusieurs canaux, généralement on est bon. Enfin, c'est des choses très précises que de toute façon vous saurez à l'avance dans votre parcours. Donc toutes les autres qui ne se sont pas concernées, c'est qu'a priori voilà, tout va bien. Et en fait les signes, c'est si votre bébé semble moins alerte, trop somnolent, qu'il ne grossit pas assez, pas de prise de poids, que sa peau n'est pas bien rose et souple. Et que vous avez mal. D'accord. Et que vous sentez que votre enfant a un inconfort. Donc l'allaitement peut à peu près bien se passer, mais bébés, vous savez, c'est toutes les coliques, les machins. Ça peut être aussi lié à des soucis d'allaitement et d'un bébé qui ne tète pas de façon optimale. On a l'impression que ça se passe bien, mais c'est pas optimal. Donc ça vous fait mal, ou lui, ça lui crée beaucoup de gaz qui rentrent dans sa bouche. On va pas plus explorer ce chemin-là. De toute façon, avec des conseillères en lactation, ça permet d'avoir un peu de recul et d'avoir aussi un accompagnement parce qu'on se pose beaucoup de questions, on se culpabilise énormément. Et puis des fois, le discours familial ne nous convient pas du tout, donc il faut s'orienter vers des professionnels justement qui vous feront du bien. Merci beaucoup Émilie pour cette vidéo. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir.